Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse d'œuvres littéraires et on s'attaque à 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. A l'instar de ma vidéo analyse sur le mur invisible, j'ai décidé de vous présenter une analyse éco-critique, cette fois-ci d'une œuvre très connue de la littérature française. Aussi, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire quelles autres œuvres vous aimeriez que j'analyse, que vous ayez lu ou pas 20 000 lieues sous les mers. Je pense que cette vidéo pourra vous intéresser. Je vais faire un petit résumé et vous présenter brièvement l'auteur pour qu'on puisse tous commencer sur les mêmes bases et ensuite on passera à l'analyse. Jules Verne, c'est un auteur français qui est né en 1828 et qui est considéré aujourd'hui comme l'un des pères du genre de la science-fiction. C'est un auteur phare du 19e siècle. On lit encore énormément les œuvres de Jules Verne, on les adapte en film, en série. On a aussi tout un tas de réécritures. J'ai vu d'ailleurs que 20 000 lieues sous les mers faisait partie de la collection des classiques interdits, donc les réécritures de classiques en mode un peu plus hardcore. Et cette réécriture, me semble-t-il, est sortie à la fin de l'année 2025. Donc comme quoi ce texte continue à parler, à faire débat. Jules Verne, c'est un écrivain qui est extrêmement prolifique et sa période d'activité va de 1850 à 1905. Il a commencé à écrire, ou plutôt à publier quand il avait une vingtaine d'années, jusqu'à sa mort, ce qui fait une période de plus d'un demi-siècle d'activité, ce qui est absolument énorme. Jules Verne, on le connaît surtout pour son grand cycle romanesque qui s'appelle Les Voyages extraordinaires, qui contient 62 romans ainsi qu'une dizaine de nouvelles. Donc encore une fois, c'est absolument gigantesque. On a énormément de textes de Jules Verne disponibles. Les Voyages extraordinaires, ce sont des romans d'aventure. Pour les plus connus, on pourra citer De la Terre à la Lune, Voyage au centre de la Terre, mais aussi Le Tour du monde en 80 jours et enfin le fameux 20 000 lieues sous les mers. Jules Verne, c'est un auteur qui a beaucoup marqué ses contemporains et il abordait des thématiques qui n'étaient pas forcément en vogue à l'époque, en tout cas dans le monde littéraire. Et pourtant, c'était le genre de questions, le genre de thèmes et le genre d'aventure dont les gens avaient envie à l'époque et je crois ont toujours envie maintenant. On le décrit tantôt comme un écrivain fantaisiste que comme un grand visionnaire. Enfin bref, Jules Verne y fait couler beaucoup d'encre. Et pour illustrer à quel point Jules Verne est un écrivain unique, je vais vous citer Louis Armand qui, en 1968, écrit à ce propos. Pendant longtemps, l'amour, le goût du pouvoir, le sens de l'honneur, la peur de la mort, etc. avaient été les principaux thèmes développés dans les œuvres littéraires. Jules Verne y a introduit la curiosité, le désir de connaître de nouvelles dimensions, de démythifier les secrets de la nature, penchants qui ont trouvé des merveilleux stimulants dans les progrès considérables de la technique. Autrement dit, chacun se sent peu à peu réalisé à travers toutes les œuvres de Jules Verne, dans la mesure où elles reflètent les grandes préoccupations du moment, tournées vers la conquête de l'espace ou celle des océans. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que les œuvres de Jules Verne, elles s'inscrivent dans un mouvement assez global de progrès technique. Au 19e siècle, on est dans l'essor de l'industrie, mais aussi de la science. Et ces sujets, ils passionnaient énormément Jules Verne, qui s'en nourrissait pour créer ses œuvres à lui. Et maintenant, 20 000 lieues sous les mers. Alors pour résumer, on va suivre un professeur, un scientifique, et ce personnage va nous raconter une aventure assez fantasque qui lui est arrivée. En ville, la rumeur enfle. La rumeur de l'existence d'un monstre marin qui arpenterait les mers et terrifierait tous les marins du monde. Notre personnage principal se retrouve embarqué avec d'autres personnages à bord du Nautilus, un sous-marin commandé par le capitaine Nemo, qui est un personnage énigmatique, d'ailleurs devenu iconique dans la littérature et dans la pop culture. L'équipage va parcourir ensemble les mers et découvrir des lieux encore inexplorés, foisonnant de plantes et d'animaux insolites. Bon, maintenant qu'on a mis un petit peu les bases, on va définir l'outil et la méthode d'analyse critique que nous allons utiliser pour cette vidéo. Il s'agit de l'éco-critique. L'éco-critique, c'est un mouvement dans la critique littéraire, un petit peu dans la même veine que les études de genre, mais aussi les études postcoloniales. Ce sont des mouvements de critique qui sont assez récents. L'éco-critique est née dans les années 70. Elle est d'abord théorisée par Joseph Maker en 1972, mais sous le terme d'écologie littéraire, puis par William Ruckert en 1978,
qui là, pour la première fois, utilise le terme éco-criticism, donc éco-critique. L'éco-critique analyse des textes littéraires mais en portant une attention toute particulière aux représentations de la nature. Elle analyse aussi les relations et les dynamiques entre les personnages humains et les personnages et entités qui appartiennent au monde du vivant, ainsi qu'aux éléments naturels. Et ce que je trouve hyper intéressant avec l'éco-critique, c'est que c'est une approche qui est interdisciplinaire. Une analyse éco-critique, c'est à la fois une analyse poétique, thématique, historique. Tout ceci permet de voir comment les discours littéraires répondent aux enjeux environnementaux à la fois de l'époque de création de l'œuvre, mais aussi des problématiques contemporaines concernant l'environnement, l'écologie, etc. Ainsi, dans cette vidéo, nous nous demanderons dans quelle mesure 20 milieux sous les mers peut être lu comme une œuvre éco-critique en analysant d'abord la plume encyclopédique de Jules Verne, puis la relation conflictuelle des personnages et de la nature, avant d'envisager l'œuvre comme une critique du capitalisme moderne. Avant de s'embarquer là-dedans, j'aimerais préciser un petit point. L'éco-critique, c'est une méthode et des outils analytiques qui ont été, comme je vous l'ai dit, créés il y a très peu de temps. Mais c'est pas parce que cette méthode a été inventée après Jules Verne qu'on ne peut pas l'utiliser pour cette œuvre-là. C'est tout le principe et toute la beauté, j'ai envie de dire, de l'analyse littéraire, c'est que plus on avance, plus on a des outils et des méthodes qui sont variées, qui nous permettent de décrypter des œuvres antérieures. Aussi, le terme d'anachronisme ne peut pas être utilisé. C'est toujours très intéressant de remettre à plat quel est le cadre théorique dans lequel s'insère notre recherche et aussi de recontextualiser l'œuvre, même si ça ne nous empêche pas de dire qu'elle est toujours extrêmement d'actualité. Première partie, premier point qui peut nous emmener à considérer l'œuvre de Jules Verne comme une œuvre éco-critique, c'est d'abord le soin et l'attention de Jules Verne. Son projet d'écriture avec ses voyages extraordinaires, c'est de créer des œuvres qui sont ancrées dans la science. Alors évidemment, ça reste une création littéraire et il y a parfois tout un tas de descriptions que je trouve assez poétiques, mais on a toujours ce souci du détail et de la précision chez Jules Verne. Tout au long de l'histoire, on va avoir aussi des passages qui sont extrêmement techniques. On a notamment le chapitre de présentation du sous-marin, du Nautilus. C'est au chapitre 12 et on va décrire notamment toute l'installation électrique qui permet au sous-marin de fonctionner. Et c'est ça qui peut être un petit peu déroutant à la lecture de 20 milieux sous les mers, c'est que on a des pages et des pages de descriptions qui sont, comme je vous l'ai dit, extrêmement pointues, extrêmement rigoureuses. On voit que Jules Verne a fait pas mal de recherches. 20 milieux sous les mers, pour vous donner une idée, c'est un pavé comme ça. Et on a des longs passages de descriptions, notamment de la faune et de la flore. Je peux vous donner quelques exemples. Les oursins, les crustacés sont protégés par une cuirasse qui n'est ni crétacée ni pierreuse, mais véritablement osseuse. Tantôt elle affecte la forme d'un solide triangulaire, tantôt la forme d'un solide quadrangulaire. Parmi les triangulaires, j'en noterai quelques-uns de la longueur d'un demi-décimètre, d'une chair saluble, d'un goût exquis, brun à la queue, jaune aux nageoires et dont je recommande l'acclimatation, auquel d'ailleurs un certain nombre de poissons de mer s'accoutument aisément. Il faut savoir qu'à l'époque, et aujourd'hui aussi, les fonds marins, c'est quelque chose qui nous passionne énormément, nous les humains, qui nous intrigue. Je crois que la stat, c'est qu'il reste 80% des fonds marins qui n'ont pas été explorés, donc ça nous permet de laisser vagabonder un petit peu notre imagination. Et le narrateur va expliquer à quel point ces expériences sous l'eau, c'est vraiment un monde à part. Ces expériences, elles sont indicibles. Il explique donc qu'il ne peut pas expliquer ou retranscrire l'émotion, la sensation, la subjectivité donc. Et c'est peut-être pour ça qu'il rapporte beaucoup de faits scientifiques, puisque l'objectivité, elle, peut être atteinte. En parlant des personnages, ils se positionnent plus ou moins tous comme des victimes de la nature. Bon, évidemment, la nature, elle s'incarne à la fois par les éléments météorologiques, l'eau également qui a une énorme place, je veux dire, c'est littéralement dans le titre du roman. Et cet échouement est venu
d'un caprice de la nature. Pas une faute n'a été commise dans nos manœuvres. Toutefois, on ne saurait empêcher l'équipage de produire ses effets. On peut braver les lois humaines, mais non résister aux lois naturelles. Et là, on a une réflexion assez ironique du narrateur qui va écrire « Singulier moment que choisissait le capitaine Nemo pour se livrer à cette réflexion philosophique. » Effectivement, c'est ultra philosophique et ça montre vraiment la puissance de cette œuvre et le nombre de réflexions philosophiques et éthiques qu'elle soulève. Évidemment, il n'y a pas que la mer déchaînée, les tempêtes. On a aussi, dans 20 milieux sous les mers, tout un tas d'animaux qui vont être décrits de manière plus ou moins monstrueuse à chaque fois. Rappelons que l'intrigue principale de 20 milieux sous les mers, c'est l'identité de ce fameux monstre marin, monstre dont on mentionne l'existence dès l'Incipit. Partout dans les grands centres, le monstre devient à la mode. On le chanta dans les cafés, on le bafoua dans les journaux, on le joua sur les théâtres. On vit réapparaître dans les journaux, à court de copies, tous les êtres imaginaires et gigantesques, depuis la baleine blanche, le terrible Moby Dick, jusqu'au kraken démesuré, dont les tentacules peuvent enlacer un bâtiment de 500 tonneaux et l'entraîner dans les abîmes de l'océan. Là, on fait vraiment référence à toute la tradition littéraire et dans l'inconscient collectif de toutes ces histoires de monstres marins. On va notamment parler de Moby Dick, qui est aussi un roman, un pamphlet contre la pêche. On parle du kraken, donc là on peut penser notamment aux œuvres de Lovecraft. Enfin bref, 20 milieux sous les mers s'empare d'un phénomène, d'un personnage qui a terrorisé toute la littérature, quelles que soient ses formes, le monstre marin. Mais si on creuse un peu plus, est-ce que c'est pas plutôt les humains qui sont plus violents, conquérants envers la nature que l'inverse? Alors je vous préviens, dans cette partie, certains passages que je vais lire sont extrêmement graphiques et évoquent de la torture sur les animaux. Donc si vous êtes un petit peu sensible, n'hésitez pas à aller à la partie suivante. Oui capitaine, répondis-je. Ce sont des cachalots, animaux terribles que j'ai quelquefois rencontrés par troupes de 2 ou 300. Quant à ceux-là, bêtes cruelles et malfaisantes, on a raison de les exterminer. Alors là, on a vraiment un portrait terrible des animaux, mais un peu plus tard dans le roman, on va voir à quel point ce sont au final les hommes qui sont beaucoup plus monstrueux et qui font beaucoup plus de mal que ces animaux, puisqu'on écrit « La mer était couverte de cadavres mutilés. Une explosion formidable n'eût pas divisé, déchiré, déchiqueté avec plus de violence ces mâches charnues. Nous flottions au milieu de corps gigantesques, bleuâtres sur le dos, blanchâtres sous le ventre, et tout bossué d'énormes protubérances. Quelques cachalots épouvantés fuyaient à l'horizon. Les flots étaient teints en rouge sur un espace de plusieurs miles, et le Nautilus flottait au milieu d'une mer de sang. » Je trouve encore une fois cette scène assez terrible, mais je trouve que Jules Verne a réussi vraiment à décrire l'horreur et le massacre des animaux qui avaient lieu également à l'époque et qui continuent de se perpétuer. Là, on a vraiment un cimetière d'animaux. Et on a cette image très symbolique d'une mer de sang, la mer qui est normalement bleue et qui, au final, devient rouge tant on a tué et assassiné des animaux à l'intérieur. Ils les considèrent comme dangereux et sont prêts à se venger sans vraiment réfléchir. Et d'ailleurs, on va encore une fois faire le lien avec ce que peut nous rapporter le fait de tuer des animaux, puisque ensuite on va parler de l'huile des cétacés qui peut être vendue. Et c'est là qu'on peut véritablement faire le lien avec la dernière partie. Est-ce que 20 milieux sous les mers n'est-il pas un roman qui critique le système moderne, notamment le capitalisme? Parce qu'on le dit bien au chapitre 10 que la mer est vue comme un réservoir de la nature, donc un endroit où on pourrait puiser tout un tas de ressources. Et d'ailleurs, les personnages ne vont pas du tout se gêner. Notamment au niveau de la pêche, on a beaucoup de passages de pêche qui sont assez fameux. Oui, c'est un triste métier et qui ne sert qu'à la satisfaction de quelques caprices. Mais dites-moi, capitaine, quelle quantité d'huîtres peut pêcher un bateau dans sa journée? 40 à 50 000 environ. On dit même qu'en 1814, le gouvernement anglais ayant fait pêcher pour son propre compte, ses plongeurs, dans 20 journées de travail, rapportèrent 76 millions d'huîtres. Ces pêcheurs sont-ils suffisamment rétribués? À peine, monsieur le professeur. À Panama, ils ne gagnent qu'$1 par semaine. Le plus souvent, ils ont un sol par huître qui renferme une perle
Et combien en ramènent-ils qui n'en contiennent pas? Un sol à ces pauvres gens qui enrichissent leur maître. C'est odieux. Et c'est là, selon moi, qu'on touche vraiment la critique d'un système qui est complètement inégalitaire, le système capitaliste, qui fait s'enrichir les grands propriétaires de bateaux, alors que les pêcheurs eux-mêmes ne gagnent finalement pas tant d'argent que ça. Littéralement, les maîtres dominent et exploitent les pêcheurs, qui vont eux-mêmes exploiter les animaux. On est vraiment sur une chaîne de domination qui est lancée d'abord par la volonté de faire du profit de certaines personnes très importantes, très riches, et qui ne se soucient pas vraiment des conditions de travail de leurs employés. Je vais vous citer une phrase du capitaine Nemo qui arrive à la fin et que je trouve extrêmement pertinente pour montrer cette dualité. « Je suis le droit, je suis la justice, me dit-il. Je suis l'opprimé et voilà l'oppresseur. C'est par lui que tout ce que j'ai aimé, chéri, vénéré, patrie, femme, enfant, mon père, ma mère, j'ai vu tout périr. Tout ce que je hais est là. » Là, c'est quand il se retrouve face au navire de guerre. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a à la fois « je suis le droit, je suis la justice ». Donc ça montre que Nemo, en fait, il se sent tout puissant et que la fin justifie les moyens. Et puis après, on a aussi cette phrase « je suis l'opprimé et voici l'oppresseur ». Ça montre vraiment la dualité et encore une fois, le fait que dans le monde cohabitent à la fois des forces décidantes, mais aussi des personnes qui subissent. Nemo, c'est vraiment un personnage qui est ultra ambivalent. Il utilise aussi la mer pour ses intérêts personnels, mais en même temps, c'est aussi celui qui va être complètement en opposition aux États et qui va défendre des valeurs assez nobles comme la liberté, comme le respect. Le capitaine Nemo, il va parler de la disparition des baleines, mais aussi des phoques, des morses, des lamantins et d'autres espèces. Et on a le personnage principal, donc Aronnax, qui va dire « L'acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs fera disparaître un jour la dernière baleine de l'océan. » Et ça, c'est au chapitre 12 de la partie 2. Encore une fois, c'est criant de vérité, c'est dans l'actualité brûlante. Et c'est vraiment le capitaine Nemo, mais aussi le narrateur qui vont incarner cette parole sage. Pour conclure, j'aimerais vous citer Jules Claretie, qui écrit en 1883, donc à l'époque encore de Jules Verne. L'imagination de Jules Verne possède de si précieuses ressources que le lecteur doute et se demande si cela est arrivé. Quel est le point précis qui sépare la fiction de la réalité? L'auteur n'a-t-il fait que devancer les découvertes futures de la science qui permettront de réaliser, dans un siècle, tous ces étonnants voyages? Cette citation, elle est assez ironique, parce que plus d'un siècle et demi après la publication de 20 000 lieues sous les mers, la question n'est pas de savoir si on peut faire ces progrès, si on peut engager de telles expéditions, mais plutôt de savoir si on doit le faire. Et là, on surpasse vraiment les enjeux technologiques et scientifiques de l'époque et on rentre dans des débats qui sont plutôt éthiques. Tout ça me fait dire que le roman 20 000 lieues sous les mers, il est encore énormément d'actualité, on peut toujours le relire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de lire 20 000 lieues sous les mers. Si le thème de l'écologie en littérature vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur l'écoféminisme. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!